Chacun de mes livres représente une partie de mon histoire, confiait Michel Foucault dans un entretien réalisé à l'Université du Vermont, où il venait de donner un séminaire en 1982. Pour une raison ou pour une autre, il m'a été donné d'éprouver ou de vivre ces choses. Pour en prendre un exemple simple, j'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique pendant les années 50. Après avoir étudié la philosophie, j'ai voulu voir ce qu'était la folie. J'avais été assez fou pour étudier la raison. J'ai été assez raisonnable pour étudier la folie. Cette confidence est provoquée par une question de son interlocuteur, donc à l'Université du Vermont, dans le nord des États-Unis, qui vient l'interroger sur les courants émotionnels profonds, son expression, qui traversent son œuvre, et particulièrement, lui dit-il, l'indignation et la tristesse dans l'histoire de la folie. C'est une confidence élusive, cependant, elle laisse entendre probablement plus qu'elle ne dit. Quelques minutes plus tôt, il avait averti « Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de savoir exactement qui je suis ». Il s'était même laissé aller à un exercice de fausse modestie. « Je ne suis ni un écrivain, ni un philosophe, ni une grande figure de la vie intellectuelle. Je suis un enseignant. » Comme c'est souvent le cas dans les entretiens, il pratique ainsi des jeux de vérité, pour reprendre une expression par laquelle il caractérise ses objets de recherche. En fait d'expérience, qu'il laisse deviner donc dans sa réponse, deux séries d'éléments de nature très différente, mais probablement en partie liés, ont joué dans la genèse de son livre sur la folie. L'une concerne sa fragilité psychologique, l'autre, son inclination intellectuelle. D'une part, les années à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm ont été particulièrement difficiles. Mal à l'aise dans cette institution d'élite, il y déploie tous azimuts une formidable agressivité qui s'ajoute à une tendance assez marquée à la mégalomanie, selon les mots de son biographe Didier Ribon, et même, je le cite toujours, passe pour être à moitié fou. Il souffre de dépression, met en scène une automutilation et fait plusieurs tentatives de suicide, ce que son médecin attribue à, je cite le médecin cette fois, une homosexualité très mal vécue et très mal assumée, dans un environnement, il est vrai, fortement toxique et homophobe. Il se lie d'amitié avec le répétiteur de philosophie, Louis Althusser, son aîné de 8 ans qui prépare les élèves à l'agrégation et présente lui aussi, comme on le sait, des troubles mentaux assurément plus graves à la lumière du drame qui s'ensuivra. Et cette communauté de souffrance les rapproche tout autant que leur estime mutuelle. C'est d'ailleurs ce dernier qui, alors que son jeune agrégatif doit consulter en psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne, le dissuade de s'y faire hospitaliser. Ainsi, Michel Foucault a-t-il personnellement, comme il le dit à mi-mot, éprouvé et vécu quelque chose de la folie. Mais d'autre part, il se tourne vers la psychologie dès sa première année à l'École normale supérieure, où il assiste au cours de Maurice Merleau-Ponty, qui vient d'y être nommé répétiteur dans cette discipline, la psychologie. Toujours selon Didier Ribon, ceux qui le côtoyèrent dans cette période interprètent ce qu'il appelle son intérêt obsessionnel pour la psychologie, la psychanalyse et la psychiatrie par son histoire personnelle, justement. Quoi qu'il en soit, il passe une licence en psychologie, en même temps qu'il suit une psychothérapie. 2 ans plus tard, alors qu'il vient d'être reçu à l'agrégation de philosophie, à laquelle il avait échoué une première fois, il devient lui-même répétiteur de psychologie à rue d'Ulm, où ses cours sont suivis par certains de ses collègues. Parallèlement, il participe à des travaux d'encéphalographie à l'hôpital Sainte-Anne, où il rencontre un malade qui souffre de crises d'angoisse sévères, pour lequel il ressent une grande sympathie et dont l'existence végétative à la suite d'une lobotomie frontale le marque profondément. Lors d'un entretien en 1978, Michel Foucault évoque longuement ce cas de ce patient, affirmant même qu'à cette époque, il s'était orienté vers la médecine et pensait se spécialiser en psychiatrie.
Il obtient d'ailleurs 2 diplômes, l'un de psychopathologie, l'autre de psychologie expérimentale. Il se passionne pour les écrits d'aliénistes allemands de l'entre-deux-guerres, rédige une longue introduction au livre « Le rêve et l'existence » du psychiatre et phénoménologue suisse Ludwig Binswanger, et un petit ouvrage didactique intitulé « Maladie mentale et personnalité ». À l'origine de l'histoire de la folie, on peut donc dire qu'il y a en effet une expérience, mais elle est double, psychologique et intellectuelle, sans qu'il soit jamais facile, évidemment, de démêler le rôle précis des éléments biographiques dans la genèse d'une œuvre. Toujours est-il que c'est loin de Paris, dans un tout autre contexte, à Uppsala, où il devient en 1955 lecteur au département d'études romanes et directeur de la Maison de France, qu'il se lance avec enthousiasme dans l'aventure de ce qui sera son premier grand livre. Je suis allé en Suède avec un sentiment de grand malaise personnel. Là, j'ai commencé à écrire l'histoire de ses pratiques, dit-il en 1982, donc beaucoup plus tard. Et le malaise personnel dont il parle ne renvoie en réalité pas à ses difficultés personnelles passées, mais à sa récente fréquentation de la psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne, dont les nouvelles technologies, tant chirurgicales que médicamenteuses, le troublent. Dans la préface à l'histoire de la folie à l'âge classique, 1972, il écrit « Un livre se produit, événement minuscule, petit objet maniable. Il est pris dès lors dans un jeu incessant de répétition. Ses doubles, autour de lui et bien loin de lui, se mettent à fourmiller. Chaque lecture lui donne pour un instant un corps impalpable et unique. Des fragments de lui-même circulent qu'on fait valoir pour lui, qui passent pour le contenir tout entier et en lesquels, finalement, il lui arrive de trouver refuge. Les commentaires le dédoublent, autre discours, où il doit enfin paraître lui-même, avouer ce qu'il a refusé de dire, se délivrer de ce que bruyamment il feignait d'être. En rédigeant donc cette préface à l'édition de 1972 de son Histoire de la folie à l'âge classique, Michel Foucault explique pourquoi il répugne, je le cite, cependant à s'acquitter de cette tâche, car, dit-il, la tentation est grande pour qui écrit le livre de faire la loi à tout ce papillotement de simulacres, à leur prescrire une forme, à les lester d'une identité, avec in fine cet argument d'autorité « je suis l'auteur » ou encore « je suis le monarque des choses que j'ai dites et je garde sur elles une éminente souveraineté, celle de mon intention et du sens que j'ai voulu leur donner. » Alors cette préface, il la compose néanmoins comme une contestation d'elle-même, sorte d'antipréface valant pour toutes celles à venir et la concluant d'une formule ironique, au moins est-elle courte, elle fait 2 pages. Ce bref texte mérite à son tour un commentaire pour lequel je m'inspirais d'un article « L'histoire de la folie et ses doubles » que j'avais rédigé pour une revue italienne à l'occasion du 60e anniversaire de la publication du livre. Et ce, au risque d'ajouter un autre double à la longue procession de ceux dont parle la préface. Le livre, publié chez Gallimard, en 72 donc, est en fait une réédition. Il y a d'abord eu chez Plon, 11 ans plus tôt, sa publication sous un autre titre, Folie et déraison, avec pour sous-titre ce qui deviendra l'intitulé définitif, donc Histoire de la folie à l'âge classique. Il s'agit de la thèse principale de doctorat de philosophie qu'il a soutenue à la Sorbonne en 1961. Elle est le fruit de 3 années de travail intense dans le fond de la collection exceptionnelle d'histoire de la médecine de la bibliothèque d'Uppsala, la rédaction ayant été achevée lors du séjour ultérieur à Varsovie. La préface originale donne l'intention de la thèse, 1961 donc. Elle s'ouvre sur une citation de Pascal. « Les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie que de n'être pas fou. » Et l'auteur d'ajouter
il faut faire l'histoire de cet autre tour de folie tel qu'il se manifeste dans le geste de raison souveraine qui établit le partage entre raison et folie. Car il y a eu un moment plus ancien, au Moyen Âge, explique-t-il, où la folie était une expérience indifférenciée, expérience non encore partagée du partage lui-même, entre raison et folie. Dans le processus historique marqué par l'enfermement des fous à l'écart du monde, généralement au milieu des pauvres, des vagabonds, des prostituées, qui débute au XVIe siècle, puis par l'inscription de la folie dans le langage de la science à travers le discours de la psychiatrie naissante à partir du XVIIIe siècle, la maladie mentale va succéder à l'exclusion sociale. Ou plus exactement, l'asile inaugure une nouvelle forme d'exclusion de celles et ceux dont l'expérience relève désormais de la maladie. Le dialogue est donc rompu entre la raison et la folie, ou plus concrètement, entre la société et les aliénés. Le nouveau savoir est un monologue, dit-il, de la raison sur la folie, et il s'établit ainsi un silence. Je n'ai pas voulu faire l'histoire de ce langage, plutôt l'archéologie de ce silence, affirme Michel Foucault. Pour la première fois apparaît donc ce qu'il va ultérieurement présenter comme la clé de voûte de sa méthode, l'archéologie. Un terme qui prête toutefois à la méprise, je l'ai employé par jeu de mots, pour désigner quelque chose qui serait la description de l'archive et non du tout la découverte d'un commencement ou la remise au jour des ossements du passé, se justifie-t-il 8 ans plus tard dans un entretien. Donc archéologie, c'est archive et pas celle des historiens. Et de préciser par archive, j'entends la masse des choses dites dans une culture, conservées, valorisées, réutilisées, répétées et transformées. L'usage qu'il fait de cette archive consiste à répondre à la question, et je le cite, « Comment se fait-il qu'à une époque donnée, on puisse dire ceci et que cela jamais n'ait été dit ?» C'est en un mot l'analyse des conditions historiques qui rendent compte de ce qu'on dit ou de ce qu'on rejette. La distinction entre le sens traditionnel et la définition foucaldienne du mot archéologie est pourtant moins claire dans la préface, puisqu'il parle de degré zéro de l'histoire de la folie, de langage très originaire, de primitif débat. On est bien dans une approche du commencement. Mais ce qu'il qualifie de jeu de mots va alors devenir une sorte de signature de son œuvre. Il y aura en 1963, naissance de la clinique, une archéologie du regard médical. En 1966, les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines. Et en 1969, l'archéologie du savoir. Ce n'est qu'à partir de 1970 qu'il délaissera ce concept pour lui préférer celui de généalogie. Alors revenons à la thèse de doctorat. Son jury, lors de sa défense, est composé de 2 rapporteurs, le philosophe médecin Georges Canguilhem et le psychiatre psychanalyste Daniel Lagache, avec un président, l'historien de la philosophie Henri Gouillet. La soutenance donne à l'auteur l'occasion d'exposer son projet, qui n'est pas d'étudier les psychiatres ou les fous, mais de saisir la folie comme, dit-il, un fait de civilisation par lequel la société définit une altérité, justifiant qu'on analyse la culture, qui la nomme et la qualifie. C'est donc la relation qui s'instaure entre raison et folie qu'il faut comprendre en utilisant, dit-il encore, une méthode structurale plutôt que strictement historiographique et en s'affranchissant surtout des concepts de la psychiatrie dans la mesure où ils ne sont que l'une des expressions de cette relation. Comment en est-on arrivé à singulariser la folie pour mieux l'exclure? Comment est-on arrivé à enfermer les aliénés, d'abord au milieu d'autres indésirables? Comment les a-t-on ensuite libérés pour les regrouper entre eux dans des asiles?
Comment a-t-on fait de comportements étrangers aux règles sociales des pathologies mentales? Telles sont les questions que posent Folie et déraison. Comme le devine Daniel Lagache, une intention morale sous-tend le projet, je le cite, « restituer la dignité à l'expérience de la folie », ce que montre notamment le dernier chapitre de la thèse et du livre, dans lequel les figures de Nietzsche et de Van Gogh rappellent que derrière la folie ou à travers elle, il y a l'œuvre unique, inégalée. Et comme le suggère Georges Canguilhem de son côté, un défi majeur est posé à l'historien par le rejet de la causalité. Je le cite, « Dans les successions chronologiques, celle de Foucault, il y a des fils, des liens, mais aucun n'a de pouvoir causal plus fort que d'autres. » Ce que confirme le candidat qui se réclame du philologue Georges Dumézil. Ayant à son tour présenté une discussion critique mais bienveillante, Henri Gouillet rédige quelques jours plus tard le rapport de soutenance qu'il conclut en reconnaissant au candidat un incontestable talent et en parlant d'une thèse vraiment originale, malgré les réserves qu'elle suscite. L'année suivante, Michel Foucault est élu professeur de psychologie à Clermont-Ferrand. Entre l'édition Princeps de 1961 et la réédition de 1972, le livre tiré du manuscrit connaît de nombreux avatars qui ont des conséquences importantes sur sa réception internationale. À ce titre, les péripéties de la publication méritent d'être évoquées. L'auteur y fait d'ailleurs référence en ouverture de l'histoire de la folie. Je le cite, « À la demande qu'on m'a faite d'écrire pour ce livre, rééditer une nouvelle préface, je n'ai pu répondre qu'une chose, supprimons donc l'ancienne, telle sera l'honnêteté. » Car pour lui, s'il y a une nouveauté à ce qu'il appelle ce vieux livre, elle ne vient pas de lui. Elle ne tient que, je le cite, aux choses qui ont été dites sur lui et aux événements dans lesquels il a été pris. Or, ces choses et ces événements n'ont pas manqué au fil des éditions et traductions successives. Refusé d'abord par Gallimard, l'ouvrage est finalement publié chez Plon grâce à l'insistance de l'historien Philippe Ariès, qui y dirige une collection. Fait remarquable, une mésaventure similaire venait de se produire pour Anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss, repêché par le même éditeur. On peut dire qu'il y a chez Gallimard une répétition dans l'erreur qui est assez remarquable. 3 ans plus tard, Plon, qui vient de se regrouper avec Julliard pour former UGE, Union Générale d'Édition, décide de rééditer le livre, cette fois en plus petit format dans la fameuse collection 10-18. Créée 2 années plus tôt, cette dernière s'inscrit dans la dynamique de développement du livre de poche, financièrement plus accessible, et publie des ouvrages de philosophie et de fiction, notamment du nouveau roman. Se réjouissant d'abord d'imaginer son opus présent dans les halls de gare, comme il le dit avec humour, Michel Foucault déchante toutefois lorsqu'il comprend qu'il s'agit en fait d'une version substantiellement écourtée. La réduction est en effet drastique, le nombre de pages passant de 672 à 309. Or, c'est ce texte, dont 5 des 14 chapitres ont été supprimés et dont les autres ont été parfois tronqués, qui est traduit en anglais sous un titre aux accents éliassiens trompeurs, Madness and Civilization, Folie et civilisation. Et c'est lui qu'utiliseront pendant plusieurs décennies les lecteurs non francophones, avec pour effet d'évidentes incompréhensions qui nourriront les critiques. Ainsi que le souligne le théoricien littéraire palestinien Edward Said, à propos de cet ouvrage et d'autres, la relation évasive avec les originaux français, dans le titre comme dans le texte, montre à quel point les traductions anglaises de Michel Foucault sont fantasques. Les recensions assassines qui mettront en cause les déficiences tant analytiques que factuelles de l'étude de Michel Foucault se référeront ainsi à cette version considérablement amputée dont la traduction procède parfois par réécriture et approximation. Il faudra attendre encore 41 ans pour que paraisse enfin une version intégrale en anglais.
C'est cependant le texte original qui a été publié avec quelques coupes néanmoins, en italien dès 1963 et en allemand en 1969. Lorsque la préface de la réédition en français dans la préface de la réédition en français du livre que j'ai évoqué tout à l'heure, Michel Foucault mentionne les doubles, les lectures, les fragments, les commentaires, c'est donc à ces infidélités et à ces débats qu'il se réfère. Dans leur riche anthologie des écrits qui ont paru autour de l'ouvrage, Philippe Artière, Jean-François Baird, Luca Paltrinieri et Judith Revel notent, je cite, « Rares sont les livres qui, 50 ans après leur publication, c'était 50 ans à l'époque, restent dans l'actualité politique, intellectuelle et sociale. L'histoire de la folie à l'âge classique est de ceux-là. » Et pour partie, cette présence dans la durée est précisément due aux aléas de l'édition et à la succession de réactions se répondant les unes aux autres, comme l'observent également ces auteurs. Si ce livre est devenu un classique, c'est bien parce qu'il a été l'objet de critiques récurrentes. Ces dernières n'ont pas manqué, en effet, notamment dans ce qu'on appelle généralement le monde anglo-saxon. Mais à l'inverse, les premiers comptes rendus dans les cercles académiques français sont souvent élogieux. Dans la revue Critique, le sémiologue Roland Barthes, qui deviendra plus tard un collègue de Michel Foucault au Collège de France, dit du livre, je le cite, qu'il appartient pleinement à ce mouvement conquérant de l'ethnologie moderne ou de l'histoire ethnologique, qu'il évite l'histoire médicale d'une idée de progrès éthique en ne traitant jamais la folie comme une réalité nosographique, comme une maladie, mais en la considérant comme la pure fonction d'un couple formé par la raison et la déraison, un savoir qui, en effet, n'est plus cet acte calme, superbe, rassérénant, réconciliant, mais qui reste toujours engagé. Donc pour lui, Roland Barthes, l'enjeu de l'ouvrage dépasse son objet. En substituant au récit héroïque de l'épopée médicale une lecture qui interroge la manière dont la société produit ces catégories et les transforme en pratique, il est une critique d'un certain positivisme historique sans pour autant tomber dans le relativisme. Dans la Nouvelle Revue Française, le critique littéraire Maurice Blanchot, que Michel Foucault disait admirer tellement qu'il aurait voulu devenir ce qu'il était, mais qu'il ne chercha pourtant jamais à rencontrer, retrouve dans le livre de son jeune admirateur son propre questionnement sur la relation entre la folie, l'œuvre et ce qu'il appelle le désœuvrement. Dans le Mercure de France, l'épistémologue Michel Serres, qui est à Clermont-Ferrand le collègue de Michel Foucault, fait de son ouvrage une lecture spatiale selon laquelle une partition s'opère, dit-il, entre deux éléments, la raison et la déraison, qui entretiennent des relations de symétrie en miroir, qui lui fait dire que dans sa quête de l'objet archaïque de la psychiatrie, il lui a fallu en passer par la géométrie. Chacune de ces recensions est faite par des proches, d'une manière ou d'une autre, et de surcroît dans des revues non académiques, quoique d'importance majeure dans le champ intellectuel. L'ouvrage n'est en revanche pas débattu dans les publications de philosophie, sauf 2 ans après sa parution dans la revue de métaphysique et de morale, où Jacques Derrida publie un texte dans lequel, tout en célébrant ce qu'il appelle un livre à tant d'égards admirable, il critique l'interprétation foucaldienne de la première des méditations métaphysiques de Descartes, à laquelle Michel Foucault apportera quelques années plus tard une réplique cinglante qui les fâchera pour très longtemps. Il ne sera guère plus discuté dans les revues de sciences sociales, à l'exception notable de la revue Annales, dans laquelle 2 historiens qui font autorité dans la discipline manifestent leur profonde estime pour le livre. C'est d'abord Robert Mandrou qui, dans une recension de 11 pages, évoque un beau livre dont la rigueur de la démonstration mathématique à travers la mobilisation de multiples archives permet de retrouver, je le cite, la vérité humaine de l'homme qui apparemment déraisonne et de repérer les errements d'une psychiatrie restée benoîtement positiviste. Et c'est ensuite Fernand Braudel qui, dans une note subséquente de quelques lignes seulement, parle
je le cite, d'un livre magnifique qui essaie de poursuivre, à propos d'un phénomène singulier, la folie, ce que peut être le cheminement mystérieux des structures mentales d'une civilisation. L'enthousiasme donc de ces éminents intellectuels et historiens pouvait laisser entrevoir un accueil chaleureux. Il n'en fut rien. Tardives, les critiques s'accumulèrent. Mais bien au-delà de l'ouvrage lui-même, elle reflétait une configuration historique nouvelle liée à une série de mobilisations et de contestations dans laquelle prenaient place les analyses savantes aussi bien que les discours militants. La vie publique d'un livre ne tient pas seulement à ce qu'il dit, mais à l'état de la société au moment où il le dit. Ce qu'évoquait Michel Foucault lorsqu'il écrivait à propos de son ouvrage, que je le cite, « La série des événements auxquels il appartient et qui sont sa vraie loi est loin d'être close ». C'était cette préface de 1972. De cet échelonnement dans le temps de la réception de l'histoire de la folie à l'âge classique, le sociologue Robert Castel, lui-même très impliqué dans une sociologie critique de la psychiatrie, a fourni l'explication dans un article écrit un quart de siècle après la publication originale. Étrange destin, note-t-il, que celui de l'histoire de la folie, qui lui semble, écrit-il encore, une œuvre hiératique et belle, flamboyante par son style, sophistiquée par son érudition. Étrange destin, en effet, car elle a connu deux vies, c'est-à-dire deux modes de lecture. Elle est d'abord restée principalement confinée dans des cercles intellectuels, bénéficiant d'un succès d'estime dans les sciences sociales et les humanités. Œuvre académique, elle pose, dit encore Robert Castel, des problèmes académiques, au demeurant dans un champ bien balisé. Héritier de Gaston Bachelard et de Georges Canguilhem, Michel Foucault en prolonge les analyses en interrogeant comme eux la prétention de vérité des discours scientifiques et leurs conditions de possibilité au-delà du seuil de réflexivité à partir duquel l'histoire classique des sciences se déroule comme un emboîtement de pure production de l'esprit. Et Robert Castel ajoute encore que l'ampleur du détour, la charge passionnée des mots, la référence aux pouvoirs obscurs de l'interdit et du tragique déborde l'objet épistémologique annoncé, à savoir bien sûr la folie. Mais dans un premier temps, le livre n'a qu'une circulation limitée dans l'espace public. N'appelant pas à des transformations de nature politique, il ne trouve guère d'écho parmi les psychiatres, même progressistes, qui sont absorbés par ce qui est alors la réforme du secteur psychiatrique, visant à établir une continuité des soins de santé mentale entre l'hôpital et la société, entre le dedans et le dehors, si vous voulez. Cette réforme se heurte d'ailleurs à la résistance de la majorité conservatrice des psychiatres. Et puis soudainement, l'ouvrage est pris, raconte le sociologue, dans une onde de choc qui n'était pas programmée à partir du champ intellectuel qui lui avait servi de terreau, à savoir les événements de mai 68, qui se caractérisent, toujours selon Robert Castel, par la conjonction d'une nouvelle forme d'activisme politique, l'émergence de luttes sectorielles radicales, et une nouvelle forme de sensibilité sociale, la généralisation d'une attitude antirépressive exacerbée. Dès lors, l'œuvre foucaldienne prend une autre signification, ou plus précisément fait l'objet d'une appropriation singulière. En rencontrant des publics militants, elle leur fournit des instruments de lecture des faits dont ils font cependant un usage politique, quitte à en effacer les subtilités, en éluder la complexité, en détourner le sens. Pour Robert Castel, au prix de simplification, je le cite, au prix de simplification souvent outrancière, l'œuvre de Michel Foucault a servi de couverture pseudo-théorique à des luttes institutionnelles inspirées par une idéologie spontanéiste. Ce faisant, elle rejoignait en fait une littérature plus ouvertement engagée, celle-ci, celle des psychiatres critiques, Wilhelm Reich et Thomas Szasz, et des antipsychiatres, David Cooper et Ronald Lang,
ainsi que du philosophe Herbert Marcuse. Face à cette situation, Michel Foucault se laisse en quelque sorte porter par la vague, sans guère se soucier des méprises qui se développent autour de son étude sur la folie. S'il n'a guère participé au mouvement de 1968 en France, puisqu'il était alors en Tunisie, où d'autres événements politiques l'occupaient, il intervient désormais de plus en plus souvent lors de réunions publiques et soutient les psychiatres qui, dans plusieurs pays, œuvrent à une dépsychiatrisation. Dans cette nouvelle configuration historique, celle d'une protestation contre l'ordre social ancien, dans lequel l'asile psychiatrique représentait une sorte de symbole concentrant toutes les dérives des institutions coercitives, l'histoire de la folie a donc une seconde vie publique qui inclut une audience plus large, plus hétérogène, plus imprévisible aussi. L'ouvrage n'est cependant pas le seul sur le sujet à avoir connu un succès largement au-delà du monde académique, et son auteur n'est pas le seul à s'en être accommodé, nonobstant raccourcis et errements. La même année que Folie et déraison paraissait Asylum, Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, qui était traduit en français par Asile, étude sur la condition des malades mentaux et autres reclus. Ouvrage du sociologue états-unien Erving Goffman. Il devint rapidement un classique des études de sciences sociales et fut traduit en français avec une longue préface de Robert Castel, justement. L'enquête d'Erving Goffman est très différente de celle de Michel Foucault. Elle n'est pas archéologique mais ethnographique. Elle ne reconstitue pas un passé mais examine un présent. Elle n'est pas une plongée dans les archives mais a pour cadre un hôpital. Elle ne propose pas une approche philosophique mais une lecture sociologique. Elle ne recourt pas à une écriture littéraire pleine d'envolées lyriques, mais s'attache à une description factuelle dans un style dépouillé. Ce que les deux livres ont en commun, cependant, c'est un regard critique sur l'institution psychiatrique. Critique de la manière dont s'est faite l'exclusion du fou au fil des siècles, jusqu'à la médicalisation de sa prise en charge et son internement pour Michel Foucault. Critique de la manière dont on traite et déshumanise les malades mentaux dans un asile états-unien au milieu du XXe siècle pour Erving Goffman. Ce qu'ils ont également en commun, c'est une volonté de réhabiliter les personnes souffrant de troubles psychiques. L'un veut leur redonner une dignité en s'attachant à des penseurs, des poètes, des artistes de génie en prise à des manifestations de folie. L'autre veut leur restituer leur subjectivité en explorant leur expérience et leur stratégie de survie dans l'univers asilaire. Parus simultanément, mais ayant connu une vie publique distincte, celle d'Asylum ayant été presque immédiate, celle de Folie et déraison ayant été différée, comme on vient de le voir, les deux ouvrages ont chacun à leur façon, aux États-Unis et en France, contribué à donner une visibilité à la question des malades mentaux dans les sociétés occidentales. La recherche d'Erving Goffman, rassemblée dans 4 essais, se déroule dans un établissement de Washington, D.C. où 7000 personnes se trouvent internées. Il y passe une année, au milieu d'elles, en bénéficiant d'une grande liberté de circulation. Il mobilise une littérature documentaire ou romancée sur d'autres lieux clos, tels que monastères, écoles militaires, centres de détention. Il en tire ainsi le concept de « total institution », malencontreusement traduit par « institution totalitaire » en français. Il s'agit en fait d'institutions fermées dont on ne peut sortir sans en avoir reçu d'autorisation, où se déroulent toutes les activités habituellement réalisées dans la vie normale dans des endroits distincts, où est imposé un programme quotidien régi par des règles strictes, où est instaurée une promiscuité avec nombre d'autres personnes partageant la même expérience, où enfin est érigée une barrière infranchissable entre le personnel qui a une vie à l'extérieur et les reclus qui sont confinés à l'intérieur, avec évidemment une autorité forte du premier sur les seconds. Dans ces institutions fermées, les reclus sont soumis, dès leur arrivée, à ce qu'il appelle des techniques de mortification par lesquelles leur sont inculquées, parfois de manière violente, toujours de façon péremptoire, les modalités
de leur nouvelle vie qui s'accompagne d'un renoncement à leur passé, d'un dépouillement de leurs biens, d'un apprentissage de l'obéissance, d'une perte d'autonomie, d'expérience de ce qu'il appelle une contamination physique et morale. Afin de faire respecter cet ordre contraignant et dépersonnalisant, est établi un double système de récompense ou de faveur et de sanction ou d'humiliation. Outre à sa rigueur systématique, agrémentée d'illustrations démonstratives, la force de l'analyse d'Erving Goffman tient à sa généralisation à un ensemble d'institutions qu'on n'a pas l'habitude de rapprocher. Le couvent et la caserne, le pensionnat et la prison, le camp de concentration et l'hôpital psychiatrique. Aussi différentes que soient leurs raisons d'être, religieuses ou militaires, éducatives ou punitives, destructrices ou thérapeutiques, toutes partagent un type de fonctionnement et de mode de relation similaires. De même donc que Michel Foucault dépsychiatrise la folie en l'étudiant dans sa relation à la raison et non en tant que maladie mentale, Erving Goffman démoralise donc l'asile en le considérant comme une institution totale et non en tant qu'établissement de soins. Deux coups de force intellectuels qui ouvrent à d'autres façons de penser et potentiellement au moins d'agir. Il est évidemment difficile de dire dans quelle mesure ils ont effectivement participé des transformations intervenues dans les dispositifs de santé mentale dans les deux pays et au-delà. D'un côté, Michel Foucault a accompagné en France le mouvement de contestation plutôt qu'il ne l'a suscité, et il s'est trouvé associé à certaines des luttes et s'est efforcé de maintenir sa position d'intellectuel spécifique, comme il le disait. De l'autre, Erving Goffman a contribué à donner un nom et une justification à la désinstitutionnalisation qui s'est produite aux États-Unis, mais il semble s'être moins directement investi dans des actions concrètes. Dans les deux cas, il est toutefois évident que la diminution spectaculaire de la population asilaire ne peut être attribuée à l'influence de ces auteurs et de leurs livres. Elle a été le résultat de facteurs multiples, en particulier la découverte des neuroleptiques pour le traitement des psychoses en 1950, ainsi que le développement de la psychiatrie de secteur à partir de 1960 en France et du community care aux États-Unis à partir de 1963, tous éléments qui ont précédé l'impact de ces livres. Mais dans les deux pays, à ces facteurs s'est paradoxalement ajouté un peu plus tard ce que certains, tels l'essayiste marxiste Peter Sedgwick, qui s'en prend longuement à Michel Foucault et Erving Goffman dans son livre Psychopolitics, Psychopolitique, en 1982, que ces auteurs décrivent comme une sorte d'alliance objective paradoxale entre les mobilisations contre l'institution psychiatrique et les pouvoirs publics en mal d'économie, avec pour effet non seulement de nombreuses fermetures de lits d'hospitalisation, mais aussi une baisse des dépenses dédiées à la santé mentale. À vrai dire, les autorités n'ont pas eu besoin des intellectuels et des militants pour justifier leurs coupes budgétaires, qui auront pour effet aux États-Unis la production d'une population nombreuse de malades mentaux vivant à la rue, et en France un secteur psychiatrique chroniquement en souffrance, dans les deux cas, une situation qui continue d'exister aujourd'hui. La rencontre de Folie et des raisons, bientôt devenue l'histoire de la folie avec un public renouvelé, survient donc dans un temps de contestation et de transformation du dispositif de santé mentale. Les critiques, qui s'étaient peu manifestées dans les années suivant la publication originale, se font alors plus nombreuses et plus sévères. Elles viennent principalement en France des psychiatres. Les historiens, eux, s'exprimeront plus tard sur la prison. Et aux États-Unis, des historiens, à l'inverse. Les psychiatres ne se manifesteront que 30 ans après. En France, donc, hormis quelques recensions précoces dans les publications psychiatriques, il y a surtout en 1969 2 journées organisées autour du livre par la revue L'Évolution psychiatrique, qui a été créée en 1925 pour établir un pont entre psychiatrie, psychologie et psychanalyse. Les grands noms de la santé mentale de l'époque, y compris des réformateurs, comme Georges Daubenson, fondateur de la psychothérapie
thérapie institutionnelle, se livrent à une critique des thèses de Michel Foucault, mais c'est surtout l'orchestrateur de l'événement et directeur de la revue, Henri Hay, un positiviste promoteur de ce qu'il appelle l'organodynamisme, qui lance les attaques les plus virulentes. Ayant regretté que l'auteur n'ait pas cité les histoires de cette discipline écrites par des psychiatres, dont la sienne, il dispute sa périodisation de l'émergence du discours médical sur la folie, mais surtout, il dénonce le refus de Michel Foucault de voir qu'il y a dans le trouble mental un incontestable fait de nature et dans le geste de traiter le patient qui en est affecté un acte libérateur. Et il conclut en l'accusant sans retenue de perpétrer, je cite, un psychiatricide qui est même un génocide à l'égard du système de valeurs de l'humanité. Rien moins. Au fond, ce sont là les deux principaux reproches adressés par les psychiatres qui s'en prendront à l'histoire de la folie. D'une part, en faisant de la maladie mentale une construction culturelle plutôt qu'une réalité naturelle, le livre remet en cause les fondements épistémologiques de leur savoir. Et d'autre part, en récusant la dimension philanthropique hier, humaniste aujourd'hui, de leur travail clinique, ils jettent le doute sur la valeur morale de leur pratique. Le livre de Gladys Swain, Le sujet de la folie, publié en 1977, fait à cet égard exception. S'appuyant sur une rigoureuse lecture des archives et une discussion serrée des textes classiques, la psychiatre critique les thèses foucaldiennes tout en évitant aussi bien le positivisme médical que le récit hagiographique, deux tendances qui marquent l'approche habituelle de ses collègues. Aux États-Unis maintenant, si quelques mentions du livre ont été faites ici et là dans la décennie qui a suivi sa parution, et notamment par le grand historien David Rothman, qui émet en passant quelques réserves au début de son étude pionnière The Discovery of the Asylum, la découverte de l'asile qui porte à la fois sur la prison et l'hôpital psychiatrique, qui est paru donc en 1971, il faut attendre les années 1980 et même plus tard encore pour que les historiens s'y intéressent. Entre-temps, Michel Foucault est devenu un intellectuel internationalement reconnu, et donc les commentateurs peuvent inscrire leurs analyses dans une œuvre qui est déjà amplement développée et commentée. La recension la plus remarquée est celle de l'historien britannique Lawrence Stone, professeur à l'université de Princeton, car elle paraît dans la New York Review of Books en 1982, donc touche un public large, soit 17 ans après la publication de la version anglaise tronquée. Sa critique est essentiellement de deux types, empirique et théorique. Empirique, elle résulte parfois d'une lecture trop rapide, par exemple, lorsque l'auteur conteste que les fous aient été enfermés autour de 1650 à l'initiative des médecins, alors que la thèse foucaldienne distingue clairement leur confinement avec les pauvres et les indésirables à la fin du XVIe siècle et leur internement à part dans l'institution asilaire seulement à partir des dernières années du XVIIIe siècle. La seconde, théorique, procède d'une interprétation libérale des réformes qui donnent naissance à la prise en charge séparée de ceux désormais vus comme des malades mentaux et les inscrit dans le cadre du déploiement des sentiments moraux et d'une intolérance croissante à la souffrance, au contraire, précisément, de la sombre vision foucaldienne. La recension se termine cependant par un hommage au philosophe français qui, en remettant en cause les lectures célébrant trop généreusement la psychiatrie, a ouvert la voie à un nouveau champ de recherche. Parmi les nombreuses charges menées par les historiens de langue anglaise contre l'histoire de la folie, cet article de Lawrence Stone est le seul auquel Michel Foucault ait décidé et daigné répondre. Il le fait avec une grande vivacité dans le même magazine, parlant à propos de cette recension de, je cite, « mauvaises habitudes du journalisme hâtif ». La réaction de Lawrence Stone se fera plus courtoise, reconnaissant certaines erreurs, mais il revient une nouvelle fois sur le reproche principal qu'il adresse à son interlocuteur, à savoir, je le cite, « son évaluation pessimiste de la pensée des Lumières et des institutions et professions qui en sont issues ».
Et c'est bien ce qui, au-delà des discussions sur les faits historiques eux-mêmes, irrite la majorité des commentateurs, la radicalité de la critique de Michel Foucault. Au fond, le débat autour de son livre porte sur des questions morales, puisqu'il mobilise des jugements sur un certain sens de l'histoire. Au fond, la question, c'est notre monde est-il meilleur que ceux qui l'ont précédé? Et sur des enjeux politiques, puisqu'il s'inscrit dans un courant réformiste de la santé mentale. La question là est quelle transformation doit-on aujourd'hui lui apporter? Ces questions et ces enjeux se posent de manière singulière autour d'un objet particulier qui a connu un bouleversement considérable 2 décennies après la publication de Folie et des raisons, à savoir le traumatisme. Comme l'a en effet montré Michel Foucault, le travail de la psychiatrie, historiquement, a consisté à transformer la folie et plus largement les désordres psychiques en maladie mentale, ce qui suppose d'établir une frontière claire entre le normal et le pathologique, pour parler comme Georges Canguilhem. Or, le traumatisme brouille cette frontière. Lorsqu'il entre en 1980 dans le DSM-3, la 3e édition de la classification des maladies mentales par l'American Psychiatric Association, sous la forme d'une nouvelle entité, le PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, l'état de stress post-traumatique en français, le tableau clinique est décrit comme une réaction à une situation dite traumatique dont la gravité excède le spectre habituel de l'expérience humaine. Il peut s'agir de guerre, de torture, de viol, d'accidents ferroviaires, de catastrophes naturelles. Alors que les individus disposent généralement de ressources adaptatives pour faire face à des stress ordinaires, ces situations extrêmes les mettent en défaut. Autrement dit, comme l'a écrit le psychiatre et anthropologue Richard Rechtman, le PTSD est une réponse normale à un événement anormal. Cependant, dès lors qu'on parle à son sujet de mental disorder et qu'on l'intègre dans une classification qui porte ce nom, c'est bien qu'il est considéré comme une pathologie. Il est donc à la fois une réaction normale et un fait pathologique, ou plutôt peut-être une pathologie normalisée. Mais l'invention de cette catégorie et son inscription dans la nosographie psychiatrique ne troublent pas seulement l'épistémologie médicale, elle révoque également la charge morale associée à la maladie mentale. Car, on le sait, à cette maladie mentale est attaché un stigmate qui la rend difficile à accepter aussi bien par la personne que par son entourage. Or, l'état de stress post-traumatique étant une réponse normale, le traumatisé qui souffre de multiples symptômes n'est pas malade. Même ce diagnostic lui permet de bénéficier d'une reconnaissance, voire d'une réparation, l'État se portant à son secours. Il a donc aussi une portée politique. Tel n'a cependant pas toujours été le cas, et l'histoire du traumatisme est un nouveau chapitre de l'histoire de la folie, ou plus exactement, pour reprendre le titre du cours au Collège de France de 1973-1974 de Michel Foucault, de l'histoire du pouvoir psychiatrique. Pouvoir de faire et de défaire la relation entre le normal et le pathologique. C'est ce que montre la recherche que j'ai menée avec Richard Rechtman et que nous avons publiée dans un livre qui s'intitule « L'empire du traumatisme, enquête sur la condition de victime ». En fait, au cours du siècle écoulé, le traumatisme psychique est passé d'une manifestation clinique suspecte d'être une simulation de la part de celles et ceux qui en souffraient, aux fins d'en tirer consciemment ou non des bénéfices secondaires, à un syndrome psychiatrique conférant aux personnes qui en sont affectées la légitimité de leur condition de victime, avec même la possibilité d'obtenir des compensations. Renversement complet, par conséquent, de la manière dont il est pensé, non seulement par les médecins, mais par la société tout entière. Autrefois contesté et porteur de discrédit, le traumatisme est désormais indiscuté et vaut reconnaissance d'un statut, celui de victime. Que s'est-il donc passé? C'est la question que nous nous sommes posée en réalisant à la fois une enquête généalogique sur ce retournement de l'image du traumatisme et une enquête ethnographique sur les usages qu'on en a désormais.
Le traumatisme apparaît dans la nosographie médicale à la fin du XIXe siècle pour rendre compte des troubles neurologiques causés par des accidents de chemin de fer, qui ne laissent pourtant pas de traces visibles sur les corps. Le chirurgien britannique John Erickson, le premier à les décrire, les rattache à des lésions de la moelle épinière en leur donnant le nom de railway spine. Le psychiatre français Jean-Martin Charcot en fait ensuite une manifestation de l'hystérie pour laquelle il renonce progressivement à son explication anatomo-pathologique, privilégiant une interprétation cette fois psychophysiologique de ce qu'il qualifie d'hystérotraumatisme. Mais c'est avec les accidents du travail que quelques années plus tard, le psychiatre allemand Hermann Oppenheim établit le diagnostic et propose le nom de névrose traumatique, dont la genèse est, selon lui, liée à un choc sans qu'une prédisposition particulière soit nécessaire. Cette discussion a des implications concrètes, car pour autant qu'elle soit reconnue comme telle, les personnes qui sont ainsi reconnues peuvent bénéficier de soins et de compensations. De débat théorique, la question du traumatisme prend une tournure politique au cours de la Première Guerre mondiale, avec les nombreux cas de troubles psychiques graves qui apparaissent parmi les soldats dans les tranchées. Du côté allemand, comme du reste du côté français, leurs symptômes sont le plus souvent considérés par les psychiatres et les neurologues non comme la conséquence directe de la violence du front, mais comme des réactions de peur indépendantes de tout choc spécifique, s'accompagnant, sciemment ou non, du désir d'être rapatrié à l'arrière et de recevoir une pension militaire. Le doute est d'autant plus grand quant à la réalité des signes cliniques et à la sincérité des soldats, ceux qui les invoquent, que cette souffrance ne concerne qu'une faible proportion d'entre eux. Ainsi, la suspicion à leur égard est-elle générale qu'on les croit pusillanimes, manipulateurs ou vulnérables. Le traumatisme devient un test du sentiment patriotique. Le traitement s'adapte à cette idéologie avec une sorte de sadisme explicitement exprimé par certains psychiatres qui les amènent à pratiquer une électrothérapie visant à dissuader par la douleur et la frayeur qu'elle provoque les soldats se plaignant de troubles psychiques afin de les renvoyer au front. Il faut néanmoins ajouter qu'une minorité de soignants fait montre à leur égard de plus d'humanité ayant été formés à la psychanalyse auprès de Sigmund Freud, lequel considère que ces traumatisés recherchent certes des bénéfices secondaires, mais de manière inconsciente. Fait remarquable, la Seconde Guerre mondiale, malgré ses 50 millions de morts, tant sur les champs de bataille que dans les camps d'extermination et sous les bombes atomiques, mobilise moins que la première l'attention autour du traumatisme des militaires et des survivants. Il faut cacher les horreurs de la guerre, taire la monstruosité des génocides, justifier les explosions nucléaires. Le premier conflit mondial avait jeté l'opprobre sur les victimes en suspectant leurs souffrances. Après le second, on refusait de les entendre, redoublant leur fréquente culpabilité. Et donc il faut attendre 1980 et le DSM-3 pour que le traumatisme ait enfin droit de cité, permettant enfin aux victimes de pouvoir prétendre à une reconnaissance et une protection. En effet, non seulement il valide la réalité des symptômes, qui ne sont pas simulés donc, mais il en fait la conséquence d'un événement dramatique sans lien avec un terrain psychologique préalable. Le patient n'est pas un malade, sa souffrance est normale. Dès lors, une prise en charge devient nécessaire, des réparations sont possibles, soit que la faute d'un agent puisse être identifiée, soit, dans le cas contraire, que la société prenne la responsabilité de l'indemnisation par des fonds spéciaux. Progressivement, la notion de traumatisme se banalise dans l'espace public, tandis que le statut de victime prend corps dans les tribunaux comme pour les assurances. Ce bouleversement épistémologique et moral ne procède pas d'une génération spontanée, il est le résultat de deux mobilisations et d'une rencontre. Premièrement, le mouvement féministe aux États-Unis a mis en lumière les abus sexuels dans l'enfance, les incestes et les viols. Ces promotrices ont dénoncé le silence des autorités et la complicité des psychanalystes
dont la théorie du fantasme conduisait à mettre en doute les faits allégués comme possiblement imaginaires. Le traumatisme est réel, affirme-t-elle, parce que la violence a bien eu lieu. Deuxièmement, ce sont les anciens combattants de la guerre du Vietnam qui ont fait entendre leur demande de meilleure reconnaissance des souffrances des soldats de retour du front que l'administration des vétérans rechignait à intégrer dans les catégories susceptibles d'indemnisation et surtout de prise en charge médicale. Fait remarquable, ils obtiennent cette reconnaissance non seulement pour ceux qui ont été victimes de violences ou en ont été simplement les témoins, mais aussi pour ceux qui les ont perpétrées, y compris contre des civils. Leur tableau clinique est identique, revendique-t-il, et donc le jugement moral n'a pas sa place dans le diagnostic et le traitement de leur traumatisme. Ces deux mobilisations ont alors trouvé dans les segments réformateurs des institutions psychiatriques une oreille attentive. Près de 3 décennies après la première version du DSM, la refonte de cette nosographie, de cette classification des maladies, était censée répondre à une nécessité de plus grande rigueur et de plus grande simplicité, en incluant de nouveaux diagnostics dont le PTSD, l'état de stress post-traumatique. La classification révisée a progressivement été adoptée internationalement. En France, quelques années plus tard, des cellules médico-psychologiques sont installées dans les départements et leur champ d'intervention initialement centré sur les attentats et les catastrophes s'étend à de nombreuses situations, du décès d'un élève de collège à la destruction d'une barre d'immeuble, en passant par le blocage des véhicules sur une autoroute enneigée. Parallèlement, des diplômes d'une nouvelle discipline, la victimologie, sont institués, élargissant à la psychiatrie ce qui avait été initialement un contrepoint de la criminologie pour déplacer le regard des auteurs des crimes vers leurs victimes. Le traumatisme devient une clé de lecture de l'événement. Pour prendre les 3 que nous avons étudiés plus particulièrement, après l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001, le maire de la ville déclare que tous les habitants sont traumatisés, y compris lorsqu'ils n'étaient pas sur les lieux, et peuvent ainsi bénéficier d'une indemnisation au titre du préjudice psychologique. À la Cour nationale du droit d'asile, le certificat d'un psychiatre attestant que le requérant présente un état de stress post-traumatique potentiellement lié à une persécution devient un possible sésame pour le statut de réfugié. Dans les organisations humanitaires, le traumatisme ouvre la voie aux psychologues et aux psychiatres pour de nouvelles missions à travers le monde, là où s'exerce la violence. Ainsi, ce n'est pas seulement la pensée qui est transformée avec la catégorie, c'est aussi l'action. Pour comprendre donc le passage d'une problématisation, si l'on recourt au concept foucaldien, dont j'ai déjà parlé, qui était donc dans le langage de la suspicion impliquant stigmatisation et marginalisation des victimes, à une autre problématisation, dans le langage cette fois de la compassion et de la reconnaissance, il faut donc prendre en considération les agents, les mouvements sociaux, les professionnels de la santé mentale, et les situations des guerres, des attaques terroristes, des régimes tyranniques. Mais ce qui rend efficaces ces agents et pertinentes ces situations, ce sont des transformations plus profondes d'un certain état moral et politique de la société, des transformations qu'on pourrait dire anthropologiques. Dans les dernières décennies du XXe siècle s'est déployée cette raison humanitaire dont j'ai déjà parlé. On est devenu publiquement plus sensible au malheur du monde, on a ouvert les yeux sur la maltraitance des enfants, on a justifié des décisions par des arguments compassionnels, on a mis en scène des opérations d'assistance à des populations sinistrées, on a reconnu les mémoires des afflictions passées de l'esclavage à la colonisation. Les sciences sociales et les humanités elles-mêmes n'ont pas été en reste. La sociologie s'est intéressée à la misère du monde. L'anthropologie s'est tournée vers la souffrance sociale. La philosophie morale a connu un regain d'intérêt. C'est dans ce que Ian Hacking, l'historien et philosophe canadien, aurait appelé une niche écologique, autrement dit une configuration favorable, que le traumatisme a pu trouver sa place. Et pour parler comme Michel Foucault, on pourrait dire que ce n'est, je le paraphrase,
que ce n'était pas si évident que les soldats allemands de la Première Guerre mondiale souffrant de traumatisme soient considérés comme des simulateurs et des lâches alors qu'ils se terraient dans les tranchées sous les bombes ennemies, mais ce n'était pas si évident non plus que les militaires états-uniens de la guerre du Vietnam soient gratifiés d'un statut de victime donnant accès à des compensations, même quand ils avaient commis des crimes répertoriés par le droit international. En d'autres termes, l'actualité des années 1910 est profondément différente de l'actualité des années 1980, et c'est ce bouleversement que les enquêtes sur le temps présent permettent de saisir, et on sait l'importance que Michel Foucault accordait à l'actualité et au présent. Mais il est possible d'aller plus loin que ce constat d'une nouvelle problématisation, comme il l'aurait fait, si l'on se demande non plus seulement quelles sont les circonstances et les conditions de sa formation, mais quelles en sont les implications et quels en sont les enjeux. En suivant une démarche foucaldienne, je me limiterai à la question de l'exclusion, sur laquelle il revenait dans l'ordre du discours. Dans ce grand mouvement d'inclusion de personnes en souffrance autrefois ignorées ou rejetées que je viens de décrire, quels sont alors les nouveaux exclus? L'ethnographie est ici précieuse, et je reprends les 3 exemples que j'ai évoqués brièvement. Pour ce qui est de l'accent industriel toulousain, ne sont pas pleinement reconnus pour leurs préjudices 3 catégories de population. D'abord, les ouvriers du site chimique, qui sont considérés comme ayant une part de responsabilité dans l'explosion et ne bénéficient pas de l'élan de sympathie nationale. Ensuite, les résidents des quartiers d'habitat social qui reçoivent certes une aide financière pour réparer les dégâts causés par la déflagration, mais dont on continue à ne pas voir l'état de dégradation chronique des logements. Enfin, et très paradoxalement, les malades mentaux hébergés dans l'hôpital psychiatrique situé près du site de l'explosion, en partie détruit par la catastrophe, qui ont été répartis dans les établissements de la région sans qu'on s'interroge sur les conséquences psychologiques de cet accident. En ce qui concerne les demandeurs d'asile, cette fois, 2 sortes de requérants sont pénalisés par ce que certains ont appelé une prime au traumatisme pour être reconnus comme réfugiés. D'une part, ceux qui, ayant souffert de persécution, ne présentent toutefois pas de symptômes psychiatriques pouvant y être rattachés, et donc ne bénéficient pas de cette prime. Et d'autre part, ceux qui, fondés à craindre des violences, si elles doivent retourner dans leur pays, n'en ont généralement pas de traces psychiques par anticipation. Pour les unes et pour les autres, l'obtention du statut de réfugié est assurément plus difficile. Enfin, dans le cas des organisations humanitaires, ce sont là encore 2 catégories qui n'ont pas trouvé leur place dans la nouvelle configuration pour des raisons cependant très différentes. Pour les personnes africaines affectées par des guerres et des génocides, il a longtemps été difficile d'identifier la clinique de leurs symptômes à cause, disait-on, de différences culturelles. À l'inverse, pour les adolescents palestiniens lanceurs de pierres, pendant les intifadas, mettre en avant leur traumatisme dans les témoignages présentés à des audiences internationales les privait, en partie du moins, du sens de leur révolte. Le point n'est assurément pas de porter un jugement sur les discours et les pratiques psychiatriques autour du traumatisme, hier pour le suspecter, aujourd'hui pour le reconnaître, mais de montrer les logiques qui conduisent simultanément à dilater le traumatisme jusqu'à inclure des situations de la vie ordinaire et à le rétrécir en excluant certaines catégories. C'est que le savoir psychiatrique, d'une part, n'est jamais stable, il tâtonne, il renomme, il requalifie, il oscille entre des pôles d'interprétation, et d'autre part, est plongé dans le monde social, ses représentations, ses discours, ses débats, ses préjugés, son passé. 2 leçons de l'histoire de la folie. C'est pourquoi le traumatisme ne cesse d'être redéfini aujourd'hui encore, et c'est pourquoi il nous parle bien plus que de santé mentale. En conclusion, citons l'historien et philosophe jésuite Michel de Certeau. Foucault est brillant, un peu trop,
écrit-il. Il étincelle de formules incisives, il amuse, il stimule, il éblouit. Son érudition confond, sa dextérité entraîne l'adhésion et son art séduit. Quelque chose en nous résiste cependant, ou plutôt, à ce charme premier succède un assentiment au second degré, une sorte de complicité qui a pris ses distances par rapport à l'envoûtement initial et pourtant parvient difficilement à se donner de véritables raisons. Parlant donc de l'histoire de la folie et pour décrire cette expérience de la lecture, l'auteur de l'Invention du quotidien a cette belle expression « noir soleil du langage ». On ne peut éluder en effet la question de l'écriture de Michel Foucault, particulièrement dans les premières œuvres. Et l'histoire de la folie en est probablement l'expression extrême la plus réussie, même si les mots et les choses contient aussi ces morceaux de bravoure. On ne doit pas oublier qu'il était un admirateur et commentateur de Mallarmé. Je cite encore Michel de Certeau, « L'éclat et parfois la préciosité du style, la minutieuse dextérité de l'analyse ouvrent une obscurité où se perdent ensemble l'auteur et le lecteur. Cette relation entre le contenu et la forme est ce qui suscite une sympathie incertaine d'elle-même et l'amène à se demander « qu'est-ce qui se dit là d'essentiel ?» La question n'est pas rhétorique. L'historien Paul Venn, un ami du temps de la rue d'Ulm qui le rejoindra au Collège de France, le reconnaissait, admettant qu'à la parution du livre, toujours l'histoire de la folie, comme d'autres de ses collègues, pourtant des mieux disposés, lui-même n'en avait d'abord pas vu la portée. L'écriture de Michel Foucault fascine, mais elle peut faire obstacle à l'originalité et à la force du propos. Déjà lors de la soutenance de thèse, les membres du jury avaient relevé cette tension entre luminosité et obscurité, noir soleil. La réception de l'ouvrage est en partie liée à la manière dont les critiques en acceptent et dépassent la forme, ou à l'inverse, et c'est le cas notamment pour ceux de langue anglaise, la refusent au risque de ne pas rendre justice au contenu. Il faut ajouter que Michel Foucault, lui aussi, contribue à créer l'ambiguïté lorsqu'il écrit plus tard, en 1980, « Je ne suis pas véritablement historien, je ne suis pas romancier, je pratique une sorte de fiction historique. D'une certaine manière, je sais très bien que ce que je dis n'est pas vrai. » Et plus loin, « J'ai beaucoup écrit, au début des années 60, j'ai fait une histoire de la naissance de la psychiatrie. Je sais très bien que ce que j'ai fait est d'un point de vue historique partial, exagéré. Mais mon livre a eu un effet sur la manière dont les gens perçoivent la folie, et donc le livre et la thèse que j'y développe ont une vérité dans la réalité d'aujourd'hui. Un jeu donc autour de la vérité dont Michel Foucault est coutumier. Je vous remercie.